je m'appelle Josette et je suis à Montméran depuis l'âge de 9 ans. Et à l'époque, il y avait 2 écoles, 3 écoles même. Il y avait l'école privée, il y avait l'école publique à Montméran, au village, et une école publique au hameau d'Edina et Roriva. Donc j'étais au Dina. Et je suis arrivée donc même en novembre, et là j'étais un peu perdue parce que j'avais perdu toutes mes copines et il a fallu refaire toute mon équipe là. Voilà. Le matin, il n'y avait pas de chauffage central à l'époque. Il fallait allumer le poêle, il fallait nettoyer la salle. À chaque vacances, on nettoyait nos bureaux et on les cirait, de façon à ce que ce soit propre à la rentrée d'après. Et puis on avait une cantine, une dame qui nous faisait à manger. On ne peut pas dire que ce soit été une cantine, c'est une dame qui nous faisait à manger, mais on était quand même une 60aine d'élèves. Elle n'avait pas de voiture, il n'y avait pas de livraison comme maintenant. Disons que le plus gros était livré par les parents d'élèves. Voilà, le surplus, les pommes de terre. Quand on tue un agneau, on en donnait un peu à la cantine, des lapins, des poulets, tout ça, c'était fait par les parents d'élèves qui approvisionnaient la cantine en pommes de terre et tout ça. Et elle, tous les matins, avec son vélo, elle allait chercher le lait avec le bidon de lait accroché à son guidon. Elle allait dans une ferme chercher le lait. Et pour la viande, c'était donc, quand les parents ne livraient pas, c'était le cordonnier qui habitait à côté, qui prenait les rôtis chez le boucher à Montméran et qui apportait ça sur le bagage de son vélo. Il n'y avait pas de chaîne du froid à l'époque, on n'a jamais été empoisonné. Et en plus, la viande était roulée bien sûr dans du papier de boucherie, mais aussi dans du papier journal, parce qu'il fallait bien garder le minimum de fraîcheur qu'il y avait. Pour les œufs, on suivait le cycle des poules, donc l'hiver, il n'y avait pas d'œufs. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Quand on allait chanter les mets, nous les gamins, on gardait les œufs et on les mettait en conserve dans du blé pour pas qu'il y ait d'air, et on conservait les œufs jusqu'à Noël comme ça. Et voilà, et c'était super. D'où la tradition d'aimer en fait. Voilà, la tradition d'aimer, c'était ça. C'était surtout pour récolter les œufs, soit pour les vendre pour avoir un peu d'argent, soit pour nous les enfants, c'était pour la cantine. Alors je vous dis pas, on partait à pied, il n'y avait pas de voiture, hein, les paniers, on portait les paniers comme on pouvait, les plus grands, les plus costauds, ils portaient les gros paniers, les plus petits, ils se débrouillaient, il fallait surtout pas en casser. Voilà. Il y avait 3 écoles différentes. Il y avait 3 écoles différentes. Donc, il y avait l'école privée où il n'y avait que les filles qui y allaient, à Sainte-Marie à Montméran, qui existe encore, hein, voilà. Et puis il y avait l'école publique qui était à la mairie actuelle. Puis nous étions dans le hameau d'Edina. Et on était quand même presque 80 élèves. Hein. Ouais. 80 au Dina, 60 ou 70 à Montméran, plus l'école privée. Il y avait énormément d'enfants. Et à 4h30, quand on rentrait, c'était vraiment, on était tous en... Moi, j'étais surtout avec des garçons. Et on s'amusait, quoi. On s'amusait avant de rentrer. Puis des fois, on arrivait un peu en retard. Alors, les parents n'étaient pas contents. Voilà. Mais bien sûr, pas de voiture, pas de ramassage scolaire, rien du tout. Hein. On se débrouillait. À 6 ans, on vous mettait sur le vélo, et tu vas à l'école, puis c'est tout. Puis on ne se souciait pas s'il pouvait arriver quoi que ce soit. Et puis nous, c'était comme ça, c'était comme ça, puis voilà. Et on était contents. Voilà. Mais vous êtes partis à plusieurs de toutes les façons. Voilà, alors moi j'habitais assez loin, donc je partais tout seul en propre, tout au long du chemin. Après, je ramassais des copains, quoi. Voilà. On était à l'école de la nature aussi, hein, parce qu'on regardait si le blé avait poussé, parce qu'on était tous des enfants d'agriculteurs. Hein. On regardait si le blé poussait bien, si on mangerait des cerises, on avait peur qu'ils gèlent, si on regardait tout ça, on regardait les fleurs, on regardait les abeilles, on regardait les papillons. Ah, celui-là, papillon, il n'est pas bon, c'est le papillon du chou, il va pondre sur les choux, il y aura des vers, après il va... Enfin bon, voilà. Donc on était à l'école de la nature. Et puis j'ai grandi, voilà. Je me suis mariée, et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée à la cantine. Oui, un concours de circonstances, donc nous étions tous agriculteurs là, dans le coin. Ils se sont mis en GAEC, ce qu'on appelle un groupement d'exploitation en commun. Et de ce fait, les femmes travaillaient un peu moins sur l'exploitation. Et ça, c'était génial. Ça a été la plus belle chose qu'on ait fait dans notre vie.
Voilà, et puis 2 enfants qui sont allés à l'école, donc l'école Roger Marty, qui est l'école qui a regroupé toutes les écoles du village, à part l'école Sainte-Marie, bien sûr, parce qu'elle est restée. Roger Marty en 75. Elle a ouvert en 1975 et moi je suis rentrée à la cantine en 1979. J'ai eu deux générations et demie d'enfants, parce que je suis restée 27 ans. Donc au début, on faisait une cuisine traditionnelle de cantine, de la salade quand il y en avait. On continuait un petit peu le système d'avant. Hein. Il y avait des parents qui amenaient des salades, qui amenaient des pommes de terre et tout ça. Puis après, petit à petit, ça a diminué. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des raviolis, il y avait du poisson pané, il y avait voilà, tout ça. Et avec ma collègue, on était quand même assez porté sur la nourriture. On disait quand même, c'est pas bien ce qu'on fait. Chez nous, on le mange pas, ça. Donc, et puis il y a une dame qui est arrivée, comme gestionnaire, une infirmière libérale, qui en avait marre de faire des piqûres à des gens qui avaient du diabète, qui avaient du cholestérol, qui avaient des machins. Elle a dit, si l'être humain s'était pris à l'enfance, peut-être qu'on éviterait d'avoir toutes ces cochonneries. Donc elle nous a rejoints comme ça. Et là, en 85, on est parti pour une autre cuisine. Donc il fallait faire passer ça au niveau des parents. Pas des enfants, mais des parents. Alors, comment on va faire? Bon, alors moi j'ai dit, on va mettre les enfants dans le coup. Voilà, on va leur dire, on va leur expliquer. On dit, voilà, ça vous dirait qu'on fasse une nouvelle façon de cuisiner, de voir d'autres choses que ce que... Oh ben oui, pourquoi pas. Puis comme je leur ai dit, si c'est bon, ça passe. Si ça vous plaît pas, on le fera pas. Hein. Voilà, on va essayer. Et donc nous voilà partis sur un repas végétarien par semaine, en employant des produits bio. Et ça, c'était tout nouveau, hein, parce que je me souviens, il y avait, comme le quinoa, on n'en trouvait pas en France, il fallait faire venir ça d'Allemagne. Et donc on a commencé comme ça, avec le quinoa, les galettes de céréales, le millet, le boulgour, le machin, tout ça. Et on a fait un repas végétarien par semaine. Et ça faisait des économies, et avec ces économies, on pouvait leur offrir de la viande, du poulet ou du poisson de meilleure qualité. Alors poisson pané fini, frites fini, on a vendu la friteuse. Et les gamins, ils étaient contents et tout ça. Alors il y avait des parents qui disaient, ouais, repas végétarien, tu te rends compte, ils mangent pas de viande, les gamins, et tout ça. Et les gamins ont dit, mais Josette, elle nous a dit que si on mangeait des céréales et des légumineuses, ça nous faisait un repas complet. Alors il y en a qui, bien sûr, des parents qui... Alors ce qu'on a fait, on a créé des ateliers pour les parents le soir, une fois de temps en temps, enfin une fois par mois, ou je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est qu'ils sont venus et ils étaient contents, ils ont été bluffés. Voilà. Donc c'est parti comme ça. Et puis comme on avait de la chance que notre commune, elle était très, très attentionnée sur ce qui était de bio et tout ça, donc on avait quand même beaucoup de circuits courts dans notre commune. Et ça, c'était bien. Parce que la salade cueillie le matin et mangée à midi, ça c'est autre chose qu'une salade qui a traîné pendant... Voilà. Même si c'était pas bio vraiment, c'était quand même frais, les vitamines étaient là. Donc voilà, donc on avait à l'époque, il y avait nous le GAEC, on avait des bœufs, donc on avait un atelier de découpe pour vendre de la viande directement, on prenait la viande là. Il y en avait un autre qui faisait de la volaille. Le poisson, on était bien obligé de passer par voilà. Mais on n'a plus acheté de poisson pané. On a acheté des filets de poisson, même si c'était surgelé, mais toujours de très bonne qualité. Les œufs, on avait de la chance aussi, hein, puisqu'il y avait des poulaillers en bio sur la commune. Donc voilà, on a démarré comme ça. Et ça a été un succès. Un peu trop même, parce qu'après les médias sont arrivés qui voulaient... Donc on a eu M6, on a eu FR3, on a eu Jean-Pierre Coff, on a eu... Oh là là, il dit, oh là là, c'est qu'on est parti là, parce que c'était pas notre... Mais ça a fait des émules, parce que maintenant, on voit bien, hein, dans beaucoup d'endroits, ils font comme ça, quoi. Et ils disent toujours que c'est eux qui ont décidé, qui ont trouvé l'astuce. Tiens, mon œil, c'était nous, oui. Bon, je regrette rien. Je regrette rien. Parce que moi, j'aurais aimé être institutrice.
Et mon rêve, c'était de rentrer à l'école normale. Mais mes parents, ils n'ont jamais voulu faire les efforts pour que j'en ai des bourses et tout ça. Ils n'ont jamais voulu. C'était. Alors que, bon, maintenant, il y aurait eu des aides pour voilà. Donc j'ai loupé mon truc. Mais je suis quand même contente d'être rentrée à la cantine parce que j'ai quand même travaillé avec les enfants et ça, c'était quelque chose. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils aidaient à la cantine, les enfants, à éplucher? Non. Ah oui, Ouais. pas éplucher, non. Mais je leur ai appris à faire le service, comme disait. Donc c'était des tables de 6 ou 8 et on faisait un plat pour chaque table. Et il fallait qu'ils se débrouillent, on leur a appris à se servir les uns les autres. À ce qu'il n'y ait pas, se servir correctement de façon à ce qu'il n'y ait pas de reste dans les assiettes, qu'il n'y ait pas de déchets, qu'ils ne fassent pas. Et bien c'était nickel. Et s'ils n'aimaient pas, ben ils n'aimaient pas. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Je leur ai dit, moi, parce qu'il y avait des a priori. Bon, il y en a que suivant les couleurs, bon, j'aime pas. J'ai dit, est-ce que tu as goûté, non? J'ai dit, mais pas une cuillère à café, pas plus. Tu aimes, c'est bon. Tu aimes pas, c'est pas grave. Alors après, je leur ai appris à débarrasser la table. Donc il y avait des groupes, on avait fait une liste, il y avait des groupes. Un jour c'était un groupe, le lendemain un autre et tout ça. Et là, ils se sont aperçus de ceux qui laissaient dans les assiettes. Et j'ai rien dit, moi. Hein. Et ils se sont concertés, tout ça. Ils disent, mais comment ça se fait que tu t'es trop servi? Et pourquoi il y a des restes? Et pourquoi ci? Et pourquoi là? Alors, il y en a un qui dit, ben oui, mais il m'a trop servi. Il dit, alors l'autre qui dit, mais pourquoi t'as pas dit qu'il arrête avant de la remettre? Bon, voilà. Donc après, on en a reparlé de ça. Et puis, quand il y a eu le changement donc, de nourriture, là, en 85, c'est qu'il n'y avait plus rien dans les assiettes. Parce qu'ils aimaient bien tout ça. Et on prenait toujours 5-10 minutes avant le dessert pour leur expliquer un petit peu la façon de faire, d'où venaient les aliments, d'où venaient les légumes souvent, parce que bon, bien sûr, comment que c'était arrivé en France et tout ça. Ils posaient beaucoup de questions. Alors, je leur ai dit, on se lance là-dedans, mais voilà, vous avez droit à une portion, c'est comme ça. Si c'est pas assez, vous nous le dites. Si c'est trop, il faut nous le dire. Et après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans les assiettes. Alors, quand je suis montée à Paris pour voir Jean-Pierre Coff, et puis qu'il y avait le responsable des cantines scolaires de Paris, il dit oui, mais maintenant, de toute façon, les enfants sont très difficiles et il y a 40% de déchets à chaque repas et tout ça. Je dis oui, 40%. Je dis, vous avez vu ça où? Alors quand je lui ai expliqué le truc, oui, mais vous vous rendez compte, on a je ne sais pas combien de repas par jour, on peut pas. Mais je dis, vous déléguez. Au lieu de faire une grosse cuisine centrale, vous ne pouvez pas en faire 3 ou 4 plus petites. Mais voilà. La cantine, c'est une association de parents d'élèves et ça l'est toujours. Le gros matériel est financé par la commune, ça c'est très bien, les locaux, les machins, tout ça. Je crois même les dames d'entretien. Mais tout ce qui concerne la cuisine, c'est l'association des parents d'élèves. Et les menus étaient faits, enfin à l'époque c'est nous qui faisions les menus, parce qu'on était quand même auprès des enfants, on savait ce qu'ils aimaient et tout ça. Voilà. Mais je crois que c'est toujours, ils travaillent en collaboration, parents d'élèves et les cantinières. Et c'est pour ça que ça nous a sauvés, je pense. Parce que ça aurait été municipal, je ne sais pas. Quoique la municipalité de l'époque était bien branchée un peu comme nous quand même. Mais si jamais il y a une municipalité qui va à volo, eh ben voilà. C'est facile de prendre une cuisine, Sodexo et compagnie. Parce qu'ils nous ont contactés. Hein. Donc, il y a au moins 3 cuisines centrales qui sont venues. Et les démarcheurs pour les produits un peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Les flancs, mais on les fait les flancs nous. Avec les œufs du lait, puis c'est tout. Oh, mais quand même, ça verrait plus vite. J'ai dit non, nous on n'est pas. Et on faisait quand même plus de 200 repas par jour, hein, parce qu'on fournissait aussi l'école privée. L'école privée, toujours d'ailleurs, je crois. Hein. Ils venaient chercher des containers. Si, c'était.
Et elles nous ont fait intervenir aussi au moment où les enfants mangeaient pour leur expliquer. On a fait les deux. Oui, 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 si, si. Mais je vois là, donc je rencontre des élèves que j'ai eus en 79, donc ils sont pas grands-parents, mais pas loin. Et ils me disent, mais c'est vraiment, on se rappelle des galettes de céréales, on se rappelle des rochers aux noix, on se rappelle des... Puis on avait fait des petits livres de recettes que les enfants avaient élaborés. On a vendu ça comme des petits pains, on en aurait fait. Oui, oui, oui. Mais des fois, je vais au village, puis il y a des fois un bonhomme qui traverse, puis qui dit « Oh, Josette !» Il me dit « Mon Dieu, mais qui c'est celui-là ?» Moi, je me rappelle, il était comme ça, mais... Ah, ça me fait plaisir, vraiment, oui, vraiment. Oui, oui. Ouais. Mais tout ça parce qu'on était trois à aller dans le même sens, à bien avoir la même optique. Pas difficile. Et ça perdure, c'est ça qui est bien. Puis maintenant, il y a de plus en plus de trucs bio, alors c'est ça qui est intéressant, quoi. Parce que ça coûtait pas plus cher, hein. En faisant des économies sur autre chose. C'était tous des a priori que les gens avaient, et puis voilà. Non, non, mais c'est bien. Bien, bien. Voilà, il faudrait que ça soit un peu partout pareil. Ouais. Moi, je vivais chez mes parents, puis on était 9 de famille, j'étais l'aîné, voilà. Et je suis allée à l'école libre à Montméran, on y allait en vélo, on avait des petits vélos, et puis pendant la guerre, on y est allé à pied, parce qu'on n'avait plus de peu. Ouais, l'école a continué pendant la guerre, oui, oui, oui. Mais à Montméran, on n'a pas été trop... Il y a eu les Allemands, mais ça n'a pas été quelque chose de vraiment... on n'en a pas souffert. Il y a eu des Allemands qui sont venus chez mes parents pour acheter de la nourriture, des trucs, mais c'était des gens comme nous, quoi. Des gens qui auraient préféré des fois être chez eux que d'être en guerre. Nous, on n'a pas trop souffert de la guerre parce qu'on avait une ferme, donc on avait de la volaille, bien que pour le ravitaillement, il fallait donner il fallait donner des porcs, il fallait donner des chevreaux, il fallait donner des lapins, il fallait donner des œufs, il fallait donner des poulets. Enfin, le poulet, on nous le payait. On le payait à mes parents. Mais bon, il fallait le donner, quoi. Voilà. Mais enfin, on avait toujours pour nous pour manger. On mangeait beaucoup de pommes de terre, comme à la campagne, quoi. C'était la vie de la campagne, hein. Puis c'était bon, il n'y avait pas... justement, l'autre jour, j'ai regardé le film Paysan. Et il y a une évolution énorme depuis que j'étais petite, quoi. Parce que mes parents, ils avaient les bœufs, après il y a eu les chevaux, le tracteur, je crois quand mon père l'a acheté, moi j'étais plus là, moi j'avais plus de 22 ans puisque j'étais mariée, j'étais partie. Et on n'avait que des bêtes, quoi. On n'avait pas... Mais on était bien. On avait une petite maison qui n'était pas très grande, bien sûr, parce qu'il fallait... le gros de la maison, c'était pour mettre les bêtes. Puis on n'avait pas l'eau sur l'évier. On allait à la pompe, juste dehors, quoi. On pompait l'eau et on faisait comme ça, quoi. On faisait la vaisselle dans l'évier, dans un évier en grès, et puis je faisais faire chauffer l'eau sur la cuisinière, et puis voilà, c'est comme ça. On n'avait pas de salle de bain non plus. La salle de bain, je l'ai eue quand je suis allée habiter au Polygone. Alors c'était en 50... Attendez, en 60. En 60, quand je suis allée habiter au Polygone, première salle de bain que j'ai eue, voilà. Mes arrière-grands-parents ont acheté la maison en 1882. Ils sont venus habiter, ils venaient de...
de Vérone, à côté de Saillant, là-bas, voilà. C'est la famille Terrail est issue de ce coin-là, voilà. Et mon arrière-grand-père avait acheté la maison en 1882, donc mon père était là, quoi. Mon père est né là, et mon grand-père avait 6 ans quand il est venu habiter là. La ferme était toute petite, alors il fallait trouver des revenus un peu. Alors mon père, il allait faire les saisons quand il y avait la batteuse, comme ça. Il y avait une entreprise à Montméran, M. Dejoux, qui avait du matériel, et donc il faisait des labours, puis il faisait les tournées des boulangers, parce que les boulangers allaient à la campagne pour vendre le pain, quoi, pour fournir le pain. Et papa, il y allait, quoi, voilà. Ouais. Il y avait toujours du monde à la maison. À 6 h du matin, déjà, papa, il avait du monde qui venait, parce que papa, était très évolué pour ça passait. Il connaissait beaucoup de choses, il faisait partie d'associations, il fait déjà, tout ça. Et donc les gens venaient et demandaient des conseils, discuter un moment avec lui, boire le café le matin avec lui. Alors tous les voisins, ils arrivaient, pas tous à la fois, mais les uns après les autres, en vélo, ils arrivaient. Ils faisaient 3-4 km pour venir jusqu'à la maison. Et le matin, quand on se réveillait, il y avait souvent quelqu'un qui était en train de boire le café. Voilà. Les paysans, ils étaient solidaires les uns des autres, ils s'aidaient, ils se prêtaient des outils, parce que bon, il n'y avait pas les outils de maintenant. Maintenant, c'est différent. Maintenant, ils ont des comment on appelle ça, la CUMA, c'est-à-dire des groupements où ils ont du matériel qui se prêtent, mais ils sont beaucoup plus individuels il y a encore qu'il y a les GEC, mais bon. C'est vrai que moi j'ai plus vécu après la campagne, j'ai plus travaillé là. C'est vrai que d'avoir regardé le film l'autre jour, ça pose des questions parce que ils ont du potentiel pour travailler, mais bon, il y a plus d'individualisme, et je crois que c'est ça aussi. Et parce qu'il y en a peu quelque chose. Puis quand est arrivé tous ces tracteurs, celui-là il voulait une plus grande charrue, l'autre il voulait. L'autre jour j'ai vu une charrue avec 6 socs que mes parents disaient c'était un soc, c'était avec les bœufs ou les chevaux. Alors moi ça fait 70 ans quoi, parce que moi j'ai 88 ans et quand je suis partie chez mes parents j'avais 20 ans, donc vous voyez quand j'étais à la ferme. Ça fait 70 ans, quoi, presque. De ça. Ouais, c'est un monde. Oui, c'est un autre monde. Mais moi, j'ai jamais dit, même quand j'en parle à mes frères et sœurs, on n'a pas été malheureux. On avait des parents qui s'aimaient beaucoup, qui étaient très amoureux. Puis là, on est 9. C'est peut-être. Et puis, ils nous aimaient. À leur façon, parce que maman, c'était rare pour Noël, on mettait nos souliers, et même il y avait des fois qu'une orange ou une papillote, mais il y a toujours eu quelque chose dans nos chaussures. Alors je dis qu'elle devait faire des efforts, parce qu'elle bataillait, parce que les allocations familiales, c'était très peu pour les paysans. Par rapport aux citadins, ceux de la ville, ils avaient beaucoup plus d'allocations familiales que nous autres. Quoi. Et des fois, ma maman, elle me faisait voir son porte-monnaie, elle me dit « Ma fille, il ne me reste plus que ça pour arriver à la fin du mois. » Bon, on avait moins d'argent, mais on dépensait pas pareil, parce qu'on mangeait les produits de la ferme, donc c'était... Mais enfin, il y avait des fois, quoi, il fallait quand même acheter le pain. Pendant la guerre, il y avait mon grand-père, on a eu fait du pain. Mais autrement, il fallait acheter le pain, il fallait acheter... il fallait faire de la farine, on faisait faire la farine, quoi, des trucs comme ça, quoi. Il fallait s'habiller, mais on ne s'habillait pas. On avait la couturière, on avait la couturière qui nous faisait nos vêtements. Une bonne couturière. Elle m'avait fait ma robe de mariée, c'était un chef-d'œuvre. Ouais. On était 4 filles, 2 garçons, 2 filles et 1 garçon. Donc les 2 grandes, souvent il y avait des choses qui allaient aux autres, mais on était habillés des fois toutes les 4 pareilles. J'avais une tante qui était la sœur du papa, qui habitait Toulon, et
qui tricotait énormément. Donc elle nous faisait beaucoup de choses. Et puis maman, on achetait du tissu. Bon, il y avait pas, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait comme magasin à Valence? Il y avait la Porte Neuve, il y avait les Nouvelles Galeries, il y avait les Dames de France. Voilà, c'était 3 magasins. Et donc on achetait des tissus et maman, elle faisait faire par la couturière. On avait des choses des fois magnifiques. C'était super beau, quoi, ce qu'on avait. Elle était très coquette, maman. Elle a travaillé en usine, ma mère. Alors, elle a eu une autre vie. Elle était de l'Ardèche, du côté d'Annonay, là-haut. Et quand elle a eu 18 ans à peu près, elle est allée travailler en usine avec sa sœur. Et donc, jusqu'à son mariage, elle a travaillé en usine. Alors, donc, elle avait une évolution. Elle avait touché le monde du travail. Elle était très intelligente, ma mère. Et on a toujours eu chez à la maison de la lecture. C'est-à-dire, on avait des revues. Bon, maman, elle prenait le Pèlerin. Et mon grand-père, parce qu'on a vécu avec mes grands-parents. Et après, ma grand-mère est morte très tôt. Et mon grand-père, il avait un journal. C'était un peu un provocateur, un peu. Et maman, c'est qu'elle était très catholique, très pratiquante. Et lui, elle n'aimait pas. Mais autrement, on a toujours eu de la lecture. On a toujours beaucoup lu. D'abord, je lis toujours. Et on lit tous. Et j'ai toujours des revues, Et mes parents, c'était comme ça. On a toujours eu de... Oui, parce que c'était quoi les loisirs à l'époque? C'était... tu tricotais, tu brodais, tu allais garder les bêtes. Et puis le dimanche, comme le dimanche, c'était le jour sacré. Papa, on avait un troupeau de brebis, pas très important, mais il était... Et papa, dimanche donnait à manger aux bêtes le matin, et le soir, non. Les brebis, on ne les touchait pas, n'y allait pas, comme ça, elle ne disait rien. Et, parce que le dimanche, c'était... Maman, c'est rare que je l'ai vue ou faire de la lessive, raccommoder des fois quand il y avait des choses qui étaient pressées. Autrement, ce jour-là, c'était quand même important. C'était le jour du Seigneur pour eux. Voilà. Maman allait à la messe, nous on allait à la messe, papa allait à la messe. Alors, il y avait 2 messes, donc maman elle était folle le matin, et parce qu'il fallait garder les tout petits, donc elle y allait de bonne heure, ou alors moi j'y allais avec ma soeur Odile, surtout, on allait le bonne heure à la messe, et maman allait à celle de 10 heures, comme ça, pendant ce temps, il y avait quelqu'un qui gardait les enfants, quoi, gardait les petits, voilà. Mais on n'était pas malheureux, hein, mes parents aimaient bien sortir, mon père avait une moto, et ça c'était... Il a eu une moto très jeune, il était un peu le Don Juan du village. Il était très beau garçon, en plus, c'était un beau garçon. Et alors, quand il était avec maman, donc, il partait l'après-midi, c'est moi avec ma soeur Odile, on gardait les tout petits, et puis on se retrouvait pas loin de là, quoi. Enfin, ça faisait 1 kilomètre de la maison, avec une autre famille qui était de notre famille, c'était une famille plus nombreuse que nous autres. Et avec une des filles, on se retrouvait, alors on mettait tous les petits ensemble, et puis on jouait, puis voilà, on passait notre après-midi comme ça. Voilà. On n'était pas... Autrement, à la campagne, j'ai fait partie de la JAC, que c'est un mouvement chrétien, quoi, qui était agricole, et on avait beaucoup de copines, quoi, voilà. Les garçons, c'était moins, c'était moins évident, parce qu'on avait toujours un petit peu... C'était... Voilà. Enfin, on se rencontrait de temps en temps. On allait aux vêpres. Comme ça, après les vêpres, on trouvait les petits copains. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand mon mari, il était natif de Montméran aussi, alors ça fait qu'on s'est connus. Des fois, je me demandais pourquoi il m'avait pris moi, parce qu'il avait des copines qui étaient beaucoup plus coquettes, beaucoup plus élégantes, qui étaient beaucoup plus... plus évoluées que moi, pas évoluées, mais évoluées, elle s'amusait, tandis que nous, si on s'amusait, mais pas de la même façon, quoi, voilà. Puis, voilà, c'est comme ça, quoi, voilà. On allait danser quand même quand on a eu ça. Mais mes parents aimaient danser, donc mes parents venaient quand on allait danser. Alors on était un peu surveillés. Ouais.
Et mes parents adoraient danser, et donc on allait au bal du village de Montméran, on est allé à Upi un peu, on allait à Mauvendre, on n'allait pas très loin. Si on allait, ce qu'on allait, c'était à la fête de Saint-Féréol-Lacré, voilà. Celle-là, parce qu'on avait ma tante, la sœur maman, qui habitait sur Ourche, donc on allait chez elle, et en vélo, on allait à Cré après, pour aller voir la Saint-Féréol, les feux d'artifice. Et donc après, on couchait chez ma tante, et on rentrait le lendemain à la maison, quoi, voilà. C'est comme ça. C'était un temps, quoi, c'était un temps, c'était... Mais, quand on en parle avec mes frères et sœurs, on n'a pas été malheureux, on était heureux, voilà, on nous aimait. Voilà, c'est ça. C'était le plus important. Ils étaient vraiment... Quand on voit les photos, c'est adorable quoi, de les voir. C'est vraiment super gentil. Quoi. Elle a quitté son travail à l'usine et elle est venue dans le Drôme, quoi. Elle travaillait avec papa, voilà. Et elle a beaucoup travaillé, ça c'est sûr. Parce qu'à ce moment, les femmes, il fallait donner aux bêtes, il fallait donner aux cochons, il fallait donner aux lapins, il fallait donner aux poules, il fallait ramasser les œufs, faire tout ce que je faisais. Parce que mon père, il travaillait beaucoup, mon père, il travaillait sa ferme qui était petite, mais il faisait, comme je vous ai dit, beaucoup de travaux à côté. Oui, autrement, sans ça, on faisait partie à Montméran de... Comme on appelait le chœur de chant, donc on chantait à l'église, on apprenait des chants, on achetait, et puis le curé du village, monsieur Durand, il appelait, et il nous faisait, les jeunes, c'était un peu la GAC, et il nous faisait jouer des pièces toutes les années, on avait un spectacle, et donc j'ai beaucoup joué dans le théâtre à partir de l'âge de 16 ans, jusqu'à ce que je me sois mariée. Donc toutes les années, j'ai joué dans une pièce avec d'autres jeunes. Mais c'était les filles, on jouait qu'en filles. Les garçons, ils faisaient leur partie, nous, on faisait notre partie. Les garçons, ils avaient toujours une pièce aussi, puis nous, on avait notre pièce aussi. J'ai adoré jouer, J'étais une bonne actrice peut-être, je sais pas, j'adorais ça. Bon, la vie, elle ne m'a pas fait faire ça, quoi, parce que j'ai pas eu l'audace. Je n'étais pas assez peut-être hardi pour partir, quoi, voilà, c'est ça. Et puis, je sais pas, oui, c'est comme ça, c'est la vie qui m'a comme ça. J'ai passé mon certificat d'études, et puis, bon, maman avait besoin de moi, donc je suis rentré à la maison pour aider maman, pour élever les enfants, quoi. J'aurais aimé continuer l'école, mais bon, de toute façon, j'en ai pas été malheureuse, hein, de toute façon. Parce que j'aurais eu l'opportunité d'aller travailler à Valence, mais bon, il aurait fallu prendre une chambre. Et puis mon père n'était pas très chaud pour des choses comme ça, alors j'ai travaillé chez des particuliers, quoi. À 15 ans, 14 ans, 15 ans, j'allais faire des lessives chez les gens. Et puis, un ménage là, chez une dame, donc c'est Madame Dejeau, là. J'allais faire le ménage 2 ou 3 fois par semaine pour me faire un petit peu d'argent, parce que je sais que maman, c'était dur à la maison, quoi. Il fallait qu'on travaille, voilà. Et j'ai travaillé sans être déclaré, j'ai gagné très peu. Et en 51, je suis allée travailler chez le docteur de Montméran, M. Nivière, et donc lui m'a déclaré, en 51. Alors, à partir de ce moment-là, bon, je ne faisais pas beaucoup d'heures, mais en fait, j'étais déclarée quand même. Après, j'ai travaillé chez Madame Espagne, c'était une dame qui vendait de la laine et qui faisait du tricot à la machine. Et là, j'ai travaillé, je faisais 40 heures par semaine. Et en vélo, j'allais 4 km pour aller travailler, je revenais à midi manger chez mes parents, je repartais à 1h30 pour travailler à 2h, jusqu'à 6h le soir. Voilà, je faisais ça, ce trajet, comme ça. À ce moment-là, les femmes n'avaient pas de pantalon, on portait des jupes. Et pour aller faire du vélo et l'hiver, quand il faisait très froid, donc je m'étais fait un pantalon que je mettais pour le trajet, puis quand j'arrivais au magasin, je quittais mon pantalon, je mettais une jupe. Parce que les femmes, à ce moment-là, ne portaient pas de pantalon. Très peu, quoi. Ou alors les plus hardis, peut-être, voilà, qui étaient ailleurs, quoi. Moi, maintenant, je suis toujours presque en pantalon, hein, parce que je trouve que c'est pratique, parce que... Bon, après, je me suis mariée, c'est sûr, bon, j'ai eu mes enfants... Et après, j'ai gardé les enfants. Et puis, quand j'ai voulu être travailleuse familiale, on va dans les familles. Là, c'était dans les familles, surtout. C'est pas les personnes âgées, c'était les familles. Quand la maman a accouché, quand elle était malade, tout ça. Et on s'occupait des enfants et de la maison.
Et il y avait des papas, des fois, qui étaient jeunes, qui étaient un peu provocants. Et donc, à ce moment-là, je me suis mise à mettre un pantalon. Parce que vous savez, on portait les enfants, on se soulevait, on se baissait. Bon, j'avais 45 ans, mais j'étais quand même pas peut-être une vilaine femme, je sais pas. Puis, vous savez, dans ces familles, on rencontre tellement de... Ouais. Voilà, et puis j'ai fini ma carrière à 60 ans. Je me suis arrêtée de travailler à 60 ans. Voilà. Quand mes enfants étaient à l'école, j'ai fait partie du conseil de classe, j'ai fait partie de l'association de parents d'élèves. Après, j'ai été à la MJC. Au début de la MJC, j'ai été au conseil d'administration, j'étais un peu trésorière à un moment donné. J'ai été conseillère municipale, un mandat, quoi. Mais j'étais assez âgée, alors j'ai plus voulu repartir après. J'ai fait beaucoup de choses, quoi. J'ai milité quand j'ai travaillé, je suis toujours à la CFDT, donc maintenant je suis plus qu'un petit peu au retraité, on appelle ça l'ULR, mais je suis au conseil d'administration, mais pas plus, quoi, en tant qu'il fallait quelqu'un, mais je ne fais plus rien, quoi, maintenant. Je suis allé quand même 2 fois à la manif, quand même, je suis allé 2 manifs, quand même. Mes papas étaient bien impliqués. Il était au conseil curial, bon, c'était l'église, mais il a été au conseil municipal, il a été à plein de... Et je me souviens quand il partait aux réunions le soir, alors ma maman, elle prenait son cahier de chant, puis elle nous faisait chanter. On chantait les chansons que maman avait apprises. J'ai toujours travaillé. Et maintenant, je continue, je fais mon jardin. Ben, je fais mon ménage, je fais mon jardin, je vais marcher, je fais du pilates, je fais du yoga, je fais du chant, voilà. Et puis du patchwork le vendredi. Voilà. Mes petites filles, tout ça, elles me disent « Oh mamie, on voudrait bien être comme toi à ton âge. » Ben, je lui dis « Si vous voulez être comme moi, il ne faut pas que vous restiez les fesses sur une chaise, hein, parce que si vous y restez, vous n'aurez rien du tout, hein, il faut bouger. Hein. Même si vous avez mal à quelque part, il faut partir, il faut marcher, il faut se forcer, autrement sans ça. Parce que c'est vrai, hein, si on s'arrête, c'est fini. Hein. Non, mais moi je dis à tout le monde, je suis orgueilleuse, et donc c'est pour ça, je crois. C'est peut-être pour ça que j'arrive à ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux générations qui viennent, au futur? Moi, ben, je sais pas. Faut aimer, d'abord. L'amour, d'abord. L'amour de sa famille. De Paris, bon, le petit cousin, chanson nuage, nuage là-haut dans le vent qui m'amène à écouter. Rivière et ruisseau qui couraient dans la plaine, écoutez, je chante ma peine aux horizons même, car celle que j'aime m'a quitté. Oh vous les oiseaux dans le cœur du grand chêne, écoutez. Et vous, les échos qui dansez sur la plaine, écoutez. Ohé, qu'elle revienne, et que revienne l'été. La maison elle est occupée par les Thibault depuis 5 ou 6 générations au moins. C'est la maison familiale, quoi. Oui, mais alors depuis que j'ai quitté le collège, parce que j'ai commencé à travailler avec les chevaux, traction animale, quoi. Les tracteurs ne sont arrivés qu'après la guerre, dans les années 50. C'était des petits tracteurs de 20 chevaux. Il n'y avait pas de cabine, il y avait un siège en fer, c'était minimum. Alors que maintenant, le plus petit tracteur, il fait 100 chevaux. Maintenant, ça monte jusqu'à 200. Voilà, mais alors, si on revient en arrière, même avant moi, dans les fermes ici, c'était les moutons, la vigne, il y avait beaucoup de vignes à Montméran. Oui, bon, tout le monde avait sa vigne pour son production personnelle, mais il y avait 7 ou 8 agriculteurs qui faisaient pour le commerce, pour vendre. Et mon père, il faisait à peu près 40 hectares tous les ans, et il vendait à Valence dans des épiceries, le café, il portait des tonneaux toutes les semaines.
Et puis en plus, donc, les brebis, le vin, il y avait beaucoup de noyers qui ont gelé en 1938, je crois. Tout ça, d'un seul coup, ça s'est arrêté parce qu'ils ont tous gelé. Des noyers qui étaient énormes, quoi. Enfin, moi, je ne me rappelle pas, j'avais 5-6 ans. Mais il espérait qu'ils éclataient tellement qu'il faisait froid. Et puis les vers à soie, il y a eu beaucoup de vers à soie aussi qui se faisaient. Et puis alors une chose, dans toutes les fermes, il y avait ce qu'on appelait la basse-cour, les poules, les lapins, les canards, les oies, les dindons, enfin tout. Et toutes les semaines, il y avait un marchand qu'on appelait le coquetier qui ramassait. Et c'est cet argent qui servait à faire tourner le ménage, quoi. Pour acheter l'épicerie, les vêtements, enfin bon, tout ce qu'il fallait dans la maison. Et c'était tout nourri avec les produits de la ferme. Le blé, le fourrage, et ainsi de suite. Oui. Et puis, donc les noyers en 1938, ils ont disparu. Les vers à soie, aussi la soie est tombée parce que les dents sont mis à mettre des banylons. Alors, et puis, ça ne se vendait plus. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les moutons ont tenu pendant longtemps encore. Et pourquoi le raisin a-t-il disparu? Donc les noyers, vous avez dit, ils ont gelé. Oui, eh bien il a disparu surtout parce que c'était des petits vins qui faisaient 8 ou 10 degrés et on ne pouvait pas le vendre en dessous de 10. C'était une loi, mais alors ça fait que les gens en arrachaient les vignes, quoi. Oui, c'était pas du Bourgogne ni du Bordeaux. Enfin, ça, c'était quand même du bon vin qu'ils faisaient. Et je me souviens, la première année que j'étais ici, donc mon père il devait à peu près 40 hectos. On a une pompe à main, là. Alors comme le presseur arrivait à 8 heures en général, il fallait se lever à 5 heures, même peut-être avant. Et avec mon père, on se relayait pour pomper les 40 hectos. C'était comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les moutons ont tenu pendant longtemps encore. Et puis alors, ce qui a fait vivre une génération, c'est les poulaillers industriels, les gros. Dans les années 50 ou 60, il s'est construit beaucoup de poulaillers. Et puis il y a eu l'arrivée du maïs hybride, des colzas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant, mon fils il est spécialisé dans les ailes de semences. Il fait des ailes, il fait des graines de semences, ça fait surtout la semence, quoi. Et c'est ce qui fait vivre. Ils sont 5 en grec, et c'est ce qui fait tourner l'affaire, quoi. Oui. Maintenant, c'est les méthodes de travail qu'on chargeait aussi. On chargeait la faucheuse avec les chevaux, puis après il fallait rateler, puis il fallait faire des cuches, il fallait charger le foin en vrac, et puis monter la fenière. Mais le gros travail, c'était surtout l'été pour la moisson. D'abord moissonner, on appelait ça les cuchons dans les champs pour faire sécher les herbes. Les rapporter dans l'air, donc dans la cour ici, faire des gros gerbiers. Et puis on attendait que la batteuse passe pour ramasser ça. Et alors la batteuse, il fallait une quinzaine de personnes pour la faire alimenter. Donc ça commençait dès la pointe du jour jusqu'au soir, mais ça faisait aussi du travail pour les femmes parce qu'il fallait les nourrir. Ah oui, et tout ça c'est terminé, quoi. Alors les agriculteurs d'aujourd'hui, ils font sûrement autant d'heures que nous, mais c'est moins pénible, il n'y a pas de travail forcé, quoi. À ce moment-là, il y avait à peu près une dizaine d'hectares par ferme, à la moyenne. Alors que maintenant, ils sont à plus de 100. Donc, le nombre d'exploitants a été divisé par 10. C'est sûr. Et on m'a parlé de l'agneau de Montméran aussi? Ah oui. Parce que, donc, c'était renommé, parce qu'à ce moment, il y avait ce qu'on appelait le taco, le petit train qui venait de Valence. Et enfin, mon père me disait que toutes les semaines, il y a un wagon d'agneaux qui partait à Paris. Alors, ça s'appelait comment? Alors, le Grand Marché de Paris, je ne me rappelle plus du nom. Et dans les grands restaurants de Paris, on vendait l'agneau de Montméran. Oui, et ça a tenu longtemps. Maintenant, il y a peut-être plus qu'un troupeau ou deux à Montméran, mais ça a tenu juste dans les années 2000 presque. Il y a eu des agneaux, des brebis ici.
Oui. Et les vaches sont apparues bien plus tard. C'est les anciens prisonniers de 40, en arrivant, ils se sont mis à mettre des vaches. Pourquoi, je ne sais pas. Ils avaient vu la vache et le prisonnier. Peut-être. Donc vous avez pris la suite de vos parents, la relève Voilà. de vos parents. Oui, exactement. Et mon fils a pris la suite. Et le plus jeune, il a trouvé des terres aussi. Alors lui, il fait du blé, il fait sa farine et il fait du pain là. Il fait du pain bio. J'avais fait un article il y a peut-être 20 ans, 30 ans, mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est. C'est l'évolution, mais depuis plus longtemps là. Parce qu'il n'y a pas. C'était donc dans les années 1800, là, jusqu'à la guerre 14, Montméran était prospère. Il y avait cette maison, il y en a de partout, des grandes maisons comme ça. Et bien c'était des gens qui étaient agriculteurs, ils avaient des domestiques bien sûr. Mais enfin, c'est eux-mêmes qui faisaient. Mon grand-père, donc il avait 2 hectares de vignes. Ici c'était la cave jusqu'au fond, là, c'était vraiment le gros truc, quoi. Et il y avait beaucoup de fermes comme ça dans la région, oui. Et alors, je disais que ces gens-là, bon, leurs enfants, ils les ont envoyés au lycée. Et quand ils ont pris la retraite, enfin, qu'ils ne pouvaient plus travailler, il n'y avait plus personne, ils ont fait venir des Ardéchois, qui étaient des familles nombreuses là-bas. Et il y avait beaucoup d'Ardéchois dans le pays, là, parce qu'ils étaient fermés, là, voilà. Et puis bon, il y en a qui ont continué, d'autres pas, mais... Et après la Seconde Guerre mondiale, c'était moins prospère? Il a manqué du monde d'abord, oui. Et puis je pense que ça a décliné un peu, oui. Puis il y a eu une crise en 30, je crois qu'il y a eu une crise du prix des céréales et de tout, là. Oui. Le krach boursier de 1929? Oui, c'est ça, oui. Puis après la Seconde Guerre, c'était... Après, ça a prospéré, là, après des 50 jusqu'en 90, ça a vraiment prospéré quand même. Puis maintenant, c'est autre chose, c'est des grosses entreprises. Sur Montméran, oui, c'est quand même curieux, mais ceux qui sont en bio vivent mieux que les autres. Ils ont peut-être plus de travail, parce que là, et puis il faut embaucher pour biner, pour tout, pour travailler à la main. Mais je pense qu'ils s'en sortent mieux. Oui, oui. Pas tous, mais. Pas tous. Oh, ceux qui travaillent mal, c'est toujours pareil, hein. Oui, oui. Toujours, ils s'en sortiront pas, ça. Enfin, en culture conventionnelle, il y en a qui bataillent, hein. Il y en a qui bataillent. Et pourquoi en culture conventionnelle plus qu'en... Les prix sont moins élevés un peu. Et puis ils ont beaucoup, les engrais, les désherbants et tout, ça coûte très cher. Ça coûte de plus en plus cher et... Bon, même s'ils récoltent un peu plus, ça ne compense pas. Et puis il faut se spécialiser. Celui qui va faire que du blé et du fourrage, ça ne peut plus marcher, c'est pas possible. Je vous dis, mon fils a 10 hectares d'ail de semences, ça vaut la peine, quoi. Mais il faut s'en occuper. Il ne faut pas avoir peur d'embaucher du monde pour faire le travail. Autrefois, quand il y avait une famille nombreuse, on disait que c'était toujours le plus bête qui prenait la ferme. Alors que maintenant, au contraire, il faut que ce soit le plus intelligent, parce qu'il faut avoir minimum BTS, même plus pour être exploitant, quoi, c'est sûr. Oui. Oui, je suis née ici, parce qu'à ce moment-là, on n'allait pas... Ouais. Ma mère a accouché chez Roux. Chez Roux, donc c'était... Oui, pas avec le docteur Nivière. Mais c'était pas un cadeau. Un jour, c'était le 25 août 39, donc.
Et je faisais 5 kilos passés. Et ils ont cru que ma mère allait mourir. Dans ma famille, mes grands-parents, ma mère, nous, moi, mes frères et sœurs, mes enfants et mon petit-fils, et là ça fait 5 générations que nous sommes dans les Hauts-Riva. On était une famille catholique, parmi que des protestants, et dans le hameau, mes parents étaient fermiers, leurs propriétaires étaient protestants, mes parents catholiques, et c'était œcuménique, c'était... ouais. Donc les guerres de religion ont existé ici. Ah, très fortement, notamment dans ce hameau. Montméran, c'était très protestant, ici particulièrement. Les habitants de Montméran venaient se réunir ici, dans ce hameau, pour partir en guerre. Oui, oui. Mais c'est les catholiques qui les persécutaient, hein, plus que les protestants. Eux, ils se réunissaient, il fallait qu'ils se cachent pour baptiser leurs enfants, etc. Ils avaient des endroits à la Beaume-Corniane. Il y a un pré qui existe toujours au Pialou, où ils se cachaient pour baptiser leurs petits. C'était pas évident. Et d'ailleurs, on voit les restes, le temple, l'école et les cimetières. Tout autour d'ici, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de cimetières. Ah si, à l'est donc, du village, c'est tout entouré de cimetières. Ah oui, oui, oui. Et donc les catholiques ne voulaient pas que les protestants soient enterrés ensemble. Et il y a eu des répercussions qui ont été longues à s'éliminer. Maintenant, je pense que c'est terminé. Et l'école qui était à côté, j'ai appris à lire là, mais après, je ne sais pas pourquoi, on m'a mis à l'école libre. Donc j'allais à Montméran en vélo, alors que j'avais l'école là. C'était juste après la guerre. Donc cette école, c'était une école protestante, donc Laïque. Laïque, ah oui, laïque. Non, tout le monde pouvait y accéder. Il y en avait 2, une au Hauts-Riva et une au Dinat. On avait plusieurs épiceries. On n'avait pas besoin de voiture, hein. Il y avait une épicerie au Pétiot, il y en avait une au Dinat, il y avait un bistrot ici dans ce hameau, il y avait un forgeron, on avait un cordonnier au Pétiot. Il ne faut pas que j'en oublie parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais marquées. Il y avait donc 2 écoles, une cantine, il y avait le bistrot, je l'ai dit. Et les boulangers passaient jusque Métard, hein, il n'y a pas très longtemps qu'ils sont arrêtés les boulangers. Il y avait le boucher, tous les vendredis, plusieurs épiciers, des colporteurs de tissus, de linge de maison, vêtements, il y avait tout. Un poissonnier, tous les vendredis, jusque dans les années 50, même peut-être plus tard. Les boulangers sont passés jusqu'il n'y a pas très... Et beaucoup d'entraide bénévoles, alors qu'actuellement on connaît moins ça. Parce que là, c'était pas là. Non, là c'est nous qui avons acheté avec mon mari. D'accord. Oui. Mais ça appartenait à la maison d'en face, où mon grand-père était leur fermier, mes grands-parents, mes parents et nous. En face. Et ils existent toujours ces... Toujours. Enfin, les anciens, non, parce que j'ai trouvé là tout à l'heure des... Comment ça s'appelle pour le fermage de 1912. Donc, il y a un moment... Dans cette famille, j'en suis à la 6e génération de connaissances. Donc, c'est presque de la famille. C'était des pasteurs. À l'origine, c'est des Pelous. Tu n'as pas entendu parler? Pelous, j'ai entendu parler. Oui, ils ont leur cimetière là-bas. Ouais, d'accord. Ouais. Et maintenant, bon, il s'appelle Wexler. Il est très gentil, très écuménique et tout. Et dans ce petit hameau, on s'est toujours tous bien entendus. Il n'y avait pas l'animosité de religion. Il y avait beaucoup de fraternité dans ce hameau, d'entraide gratuite. Beaucoup de bénévolat, oui. Et alors tout à l'heure, vous décriviez l'école qui est juste à côté. Oui, c'était les bergers du Diois qui venaient apprendre à lire l'hiver et ils étaient hébergés chez les paysans du coin. Voilà, mais ça doit dater, enfin sans doute après les guerres de religion, je pense. La maîtresse logeait en bas. Ah, et l'école était en haut. D'accord, oui, d'accord.
Et après, parce que M. Ferrapi, tu le connais, Oui. il se souvient d'être venu à l'école du dimanche, là. Mais nous, on habitait à côté, chez Roux. Mon père faisait les 2 fermes. Oui, oui. Et quand vous étiez jeune, il y avait combien de familles autour? Toujours pareil. Toujours pareil. Oh oui. Et c'était pratiquement les mêmes familles. S'il n'y avait pas beaucoup d'enfants, on n'avait pas le droit. On n'a jamais joué ensemble. Non. Oui. Mais on ne mélangeait pas ni les religions, ni les situations. Non, non. Mais tout ça dans le respect et on n'avait pas d'animosité. C'était comme ça. On acceptait, si vous voulez, sans problème. Là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis la déclaration de la guerre, mais ça tout le monde le sait. Le jour de ma naissance, c'est pas un cadeau ce jour-là. Hein. Je me souviens des bombardements. Tout le monde, tout le quartier partait se cacher dans le ruisseau. Je me rappelle bien. Et un jour, ma mère, elle avait donné des œufs. Quand les Américains sont arrivés, elle leur avait donné des œufs et les Américains m'avaient monté sur leur char pour remercier. Mais moi, j'ai cru qu'ils voulaient m'embarquer. Alors, j'ai pleuré, bien sûr. J'ai eu peur. On ne savait pas si c'était l'ennemi. Enfin bref. Je me souviens, tu n'as pas connu mais peut-être qu'il ne faut pas dire de nom, des personnes qui habitaient au coteau. Eh bien, c'est pour petits. Parce que nous, à la campagne, on n'a pas souffert de la faim. Et ces enfants-là, ils étaient très nombreux. Et je me souviens qu'aux récréations, nous, on avait du pain avec du saucisson. Et bien, vous savez ce qu'ils mangeaient? Ils nous demandaient les pots de saucisson. Ça m'est resté, ça. Il y en a chez moi de Valence qui venaient en vélo. Et mon père n'a jamais fait du marché noir. Hein. On leur donnait ce qu'ils pouvaient, des œufs, des légumes. Et cette famille, ils avaient 6 enfants, je m'en souviens bien. Hein. Il y a plusieurs familles qui venaient se ravitailler. Et je trouve que nos parents nous ont enseigné la solidarité, le bénévolat, et je trouve que c'est resté, et c'est beau. Il y a une chaleur humaine vraiment assez forte. On est très très solidaires. Tout le monde. Moi je peux aller frapper à toutes les portes, mais je reste chez moi quand même. On bavarde pas, on s'occupe pas de la vie des autres. Mais quand il y a besoin, tout le monde est là. Et je trouve que c'est précieux ça. Moi, je ne voudrais pas partir d'ici, serait-ce que pour ça. Oui. C'est des enfants qui viennent au bonbon. Je pense. Oui. Coucou. Vous voulez un petit bout de bonbon? Hein? Combien vous êtes? On est 3. Allez. Oui. Je m'appelle la Laurent. Ah ben ça, je sais pas. Ah, celui-là. Merci. C'est bien ça. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.